Pour commencer justement sur la situation en France, je voudrais qu'on regarde ce qui se passe à Bron, où le maire Jérémy Bréau a découvert jeudi matin dans 3 lieux différents de la ville des menaces de décapitation. Voilà, on sait avec quoi ça fait écho bien évidemment avec ce qui s'est passé vendredi dernier. Et c'est la deuxième fois en quelques jours que l'édile des Républicains est menacé de mort. Reportage. C'est sur ce mur de la ville de Bron, près de Lyon, que des tags ont été découverts hier matin. Des inscriptions adressées directement au maire de la commune, qui rappelle l'attentat contre l'enseignant Samuel Paty. La menace est claire, je cite, « Jérémy Bréau, on va te décapiter ». Je pose problème à ceux qui je me bats, et par conséquent, effectivement, en représailles, j'ai des voitures brûlées, j'ai des tags sur les murs, j'ai aussi d'autres actions, mais encore une fois, je sais que c'est un combat sur le long terme. Je sais également que j'ai l'opinion publique et la population de Bron avec moi. Il ne faut rien céder et je ne céderai pas. Il y a quelques jours, le maire de Bron et les forces de l'ordre ont déjà été menacés de mort dans un message inscrit à la craie sur un mur. Ceci est une déclaration de guerre. On va tous vous tuer. Des intimidations proférées après une opération antidrogue effectuée dans la ville. Après ces multiples incidents, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a réagi. À ma demande, le préfet va saisir la justice et prévoir une protection de l'élu. Une enquête est actuellement en cours pour tenter d'identifier les auteurs de ces menaces. Avec nous en direct sur ce plateau, Rosa Méziane, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, présidente de Move Territoire. Alexandre Elval, bonjour, géopolitologue, directeur de recherche au Multipolar World Institute de Bruxelles et au CF2R. J'ai tout dit, merci beaucoup. Première réaction tout d'abord par rapport à ce reportage qu'on vient de voir, Rosa Méziane, avec cet élu qui est menacé de décapitation dans sa propre ville. On en est là. Oui, on en est là, malheureusement, tristement. Je crois que j'aurais pas de mots assez forts pour décrire à quel point c'est scandaleux d'instrumentaliser un acte ignoble qui s'est passé dans notre pays. Ça a été effroyable pour bien des personnes, pour le corps enseignant, mais pour toute personne qui, à un moment donné, porte les valeurs républicaines. Et on a des individus ignobles, des monstres qui tentent de faire trembler la République. Et on doit réaffirmer auprès de quiconque souhaite nous bousculer notre idéal républicain. On doit les empêcher, mais que ce soit les islamistes ou même les collusions qu'on peut avoir parfois avec un certain nombre de délinquants dans ces quartiers populaires. Mais est-ce qu'on n'a pas laissé faire trop longtemps ? L'islamisme ? Il y a toute une histoire, mais je pense qu'on en parlera. Non, mais on peut en parler. Toute une histoire de l'islamisme en France. Alors, moi, je voudrais revenir sur un certain nombre d'éléments parce qu'on vit quand même une séquence particulière depuis quelques jours. On a tout entendu sur les plateaux télé et tout le monde y va de son petit commentaire. Je voudrais rappeler quand même qu'un certain nombre d'éditorialistes ne sont pas théologiens musulmans. Et aujourd'hui, alors de manière consciente ou inconsciente, on mélange des notions qui sont particulièrement sensibles. Lorsque, à longueur de temps, on confond islam et islamisme, on crée en fait une confusion qui ne profite qu'aux islamistes. Il y a un lien entre l'islam et l'islamisme. L'islam est une foi, est une religion monothéiste qui a bien des comparaisons d'ailleurs avec les autres et qui est pratiquée par des millions de Français de confession musulmane. L'islamisme, c'est un courant politique et idéologique qui souhaite prendre le pouvoir. Donc ce sont deux choses distinctes. Et il faut distinguer les musulmans l'un qui est dans l'autre pratiquent... quand même. Il suffit de... C'est pas distinct. Alors, je vais vous donner un exemple très simple. Une femme qui décide de porter le voile, d'accord, parce qu'elle estime que c'est sa pratique. Elle est dans la pratique de sa foi. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron avait rappelé qu'une femme qui porte le voile dans l'espace public, ce n'est pas son affaire, ça ne le concerne pas. En revanche, un ensemble de personnes ou des hommes qui décideraient que des femmes doivent porter le voile, là, c'est le début de l'islamisme et on est pleinement dedans. Donc il faut être très clair. À partir du moment où on est sur une pratique sereine, en totale adéquation avec nos valeurs républicaines, c'est de l'islam, c'est une pratique religieuse. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de lien entre l'islamisme et l'islam. Mais lorsque vous avez un certain nombre d'individus qui utilisent une religion parce qu'elles ont le souhait en fait de prendre le pouvoir à travers ça, oui, l'islamisme c'est une déviance de l'islam, d'une religion. Alexandre Delval. Oui, alors Abdelwahab Medeb, que vous connaissez sûrement, qui est un très grand érudit, islamologue et intellectuel tunisien, disait que c'est la maladie de l'islam.
À Monsieur Chalgoumi disait l'autre jour, et c'est un imam, c'est pas un islamophobe, je pense, hein, il disait c'est quelque chose qui est en train de pourrir l'islam, c'est en train de pourrir le corps de l'islam. Expression également reprise parfois par les frères Bencher, dont l'un, bien entendu, a un rôle important dans l'islam de France aujourd'hui. Donc que des personnes très éclairées qui sont dans le culturel, mais aussi le cultuel, qui ont une connaissance religieuse, qui sont de véritables théologiens, eux-mêmes le disent. Et mon ami ex-recteur de la mosquée de Paris, Dalil Boubaker, me disait en privé, d'ailleurs j'avais fait une interview dans Valeurs Actuelles qu'on peut consulter, lui-même était effrayé par la situation de radicalisation, et il ne me parlait pas des islamophobes contre les islamistes, il me disait, nous, les imams, si on est considéré trop proche du pouvoir, l'imam du RG, l'imam de Chirac, l'imam de Pasqua ou l'imam de Valls, ou alors si on a un jour serré les mains à un rabbin, ou si on a dit par exemple qu'il ne faut pas importer le conflit israélo-palestinien en France, on est considéré sale sioniste, on est menacé de mort. Non mais moi je voudrais parler de ça. C'est pas un conflit islam-occident, et là peut-être qu'on se rejoindra. C'est pas un conflit. Vous n'avez pas été mes propos. Non, mais justement, je dis qu'on va sûrement se rejoindre. Je veux laisser parler. C'est pas un conflit islam-occident, et c'était pas pour vous contredire. Hein, je vous regardais juste comme ça. C'est vraiment un conflit à l'intérieur du monde musulman. Les fascistes islamistes, les totalitaires. Moi, j'avais créé le mot totalitarisme islamiste exprès bien avant le livre de Fillon, parce que c'était en 2001, parce que justement, on peut être un intégriste dans n'importe quelle religion sans être violent. Il existe des piétistes extrêmement pieux, y compris chez les musulmans, mais moi qui me dérange pas. Si c'est dans leur maison et s'il n'y a pas de violence et de contrainte, le problème c'est un projet, et là je vous rejoins ce que vous avez dit, c'est un projet politique totalitaire qui a pour but de soumettre les autres. Et pour répondre à la question du début, qu'est-ce qui se passe en Angleterre? Parce qu'il n'y a pas que la France. Pourquoi en Angleterre on ne montre plus aucune de ces caricatures, et pourquoi le délit de blasphème a été de facto rétabli? Parce que dans les années 90, il y a eu l'affaire Salman Rushdie. C'était pas un islamophobe ou un identitaire, ou je sais pas, que c'était un musulman, mais qui a osé parler des versets sataniques avec l'histoire des abrogés, des abrogeants. Il a fait un roman extrêmement compliqué qui n'était pas un pamphlet, mais une fatwa venue d'Iran, reprise par les Pakistanais. Et la totalité des organisations islamiques pakistanaises, anglaises, a soutenu une fatwa de mort. Et moi, je me rappelle, j'avais parlé quand j'étais fonctionnaire dans le cadre d'un voyage à quelqu'un du MI6 anglais, donc des services anglais, et il me disait, nous, on a compris quelque chose depuis Salman Rushdie, c'est que une grande partie de l'islam officiel qui tient les mosquées, qui a des organisations officielles reconnues par l'État, a soutenu une fatwa de mort. On ne peut plus se permettre de blasphémer. Donc, en Angleterre, c'est fini depuis des années. Il n'y a plus de liberté d'expression. Et en France, vous avez le sentiment qu'on est sur cette voie? Oui, la stratégie. J'ai écrit un livre qui s'appelle La stratégie de l'intimidation pour cela. Ça marche. Vous savez, c'est comme en Sicile. Moi, je suis d'origine sicilienne. Ça me permet de bien comprendre les totalitaires en général. Quand quelqu'un vous dit, je vous conseille de pas trop se moquer du caïd du coin parce que vous allez finir dessoudé, ben, le message est très clair. Et malheureusement, une minorité radicale qui pratique la violence et la violence, qu'elle soit verbale, les coupeurs de langue, ceux qui veulent vous faire taire ou ceux qui veulent vous couper la tête pour qu'on ait même peur de parler, ils sont très efficaces parce que la violence, ça marche. Hegel en parlait de la violence dans l'histoire. C'est horrible à dire, mais la violence, ça marche. La peur, eh bien, la plupart des gens ont peur. Regardez pour le virus, regardez pour plein de cas. La peur Juste, Rosa Maison, pour rebondir sur ce que vous avez dit, est-ce que vous avez le sentiment que, en fait, ce délit de blasphème, on est en train de le remettre en place de façon non officielle, bien évidemment, puisque c'est ce que vous expliquez, comme en Grande-Bretagne, est-ce qu'on est en train de remettre en place ce délit de blasphème? Écoutez, et désormais, tout le monde a peur. Alors, moi, je ne pense pas. Écoutez, moi, je suis présidente de Move Territoire. On fait un certain nombre d'actions sur le terrain, et c'est vrai que moi je ne parle pas d'islamisme ou du radicalisme islamiste sur les salons parisiens ou à travers les livres. C'est très bien d'écrire sur l'islam, mais en revanche quand on est sur le terrain on le vit, on le combat au quotidien. Et lorsque j'ai à débattre, et j'ai eu dans le cadre des vacances apprenantes mercredi d'avoir un certain nombre de jeunes qui venaient de Créteil notamment, à débattre justement de ces caricatures, de ce que c'est que le délit de blasphème. Mais vous vous rendez compte que ça n'a pas créé une guérilla au sein de l'espace. Et à part que dans certaines classes, ça crée des guérillas. On a vu il y a 2 jours cette prof à Toulouse qui a été menacée. De ce que je oui, d'accord, mais il faut aussi regarder ce qui se passe ailleurs. À Toulouse, cette prof a été menacée parce qu'elle avait osé parler de ces choses-là. Et c'est pour ça qu'on a un rôle hautement important, hautement pédagogique, de rappeler ce que sont nos valeurs républicaines et surtout de décortiquer ce que sont nos valeurs. C'est quoi la liberté d'expression? C'est quoi le principe du blasphème? Pourquoi on peut se sentir offensé, blessé, et pour autant il faut laisser à la liberté de chacun de s'exprimer, parce que justement on en arrive à des systèmes totalitaires. C'est le rôle de l'école aussi d'apprendre ça. Mais l'école aujourd'hui se heurte à la réalité. Est-ce que aujourd'hui les problèmes qu'on rencontre sont liés à l'immigration?
Parce qu'on entend le discours qui dit, du Rassemblement national en particulier, qui dit, en fait, si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a trop d'immigrés en France, on a laissé l'immigration se faire. Est-ce qu'il y a un lien, pour vous, entre les deux? Alors, je vais vous expliquer clairement. On a créé quand même des grands ensembles où on y a installé un certain nombre de vagues d'immigration, d'accord, et puis parce que on a estimé que c'était plus simple pour eux de se retrouver entre eux, donc les politiques et les bailleurs sociaux ont estimé que c'était plus intelligent d'avoir des blocs d'Algériens, des blocs de Marocains, des blocs de Sénégalais. Et puis on s'est dit que les pauvres, les Arabes, les Africains et les musulmans entre eux, ça pouvait être plus simple pour la grande communauté. Et on a estimé qu'un jour, peut-être, ils deviendraient des Français. À partir du moment où vous enlevez toute trace de République, il ne faut pas s'étonner que les gens s'auto-organisent. Mais pourquoi on n'a pas eu ce problème, par exemple, quand les Italiens sont arrivés en France, ils étaient aussi regroupés dans des endroits, il n'y a pas eu de souci? Parce que... Et ils n'avaient pas plus de moyens? Oui, parce qu'en fait, on a continué, là où on n'a pas rajouté des vagues d'immigration italienne, on a continué à ajouter des vagues d'immigration qui provenaient du Maghreb et d'Afrique. Donc ces gens sont des victimes. Sans pour autant, c'est pas mon propos. Bah oui, c'est ce que vous dites. C'est pas mon propos. Je suis en train de vous dire. C'est ce que vous dites. Si je peux terminer ma phrase, je suis en train de vous dire qu'on a rajouté en fait continuellement des personnes qui étaient migrées sans pour autant fabriquer des Français. Et que le principe de la... Donc c'est pas leur faute. Le principe du communautarisme en soi, le fait de vouloir se retrouver, le principe de diaspora, il existe dans la communauté chinoise. J'ai compris, mais donc vous êtes en train de m'expliquer que, en fait, c'est on a fait, donc c'est on a rajouté, donc on n'a pas donné assez de moyens. Donc c'est le on qui est coupable, c'est pas eux. Il y a une responsabilité politique, bien sûr. Alexandre Delval. Moi, je pense que la culpabilité, elle n'est même pas dans des personnes. C'est quelque chose de civilisationnel. Nous, on dit géocivilisationnel en géopolitique. Et je m'explique. Dans la totalité des pays musulmans, excepté l'Albanie, qui est imprégnée par des années de communisme, excepté l'Albanie et éventuellement le Kazakhstan, tous les pays musulmans condamnent le blasphème. Beaucoup le condamnent à une peine de mort. Heureusement, beaucoup ne l'appliquent pas tous les jours, mais l'Iran, l'Arabie Saoudite l'appliquent, le Soudan, la Mauritanie. Donc il y a des pays qui appliquent la peine de mort. C'est pas des terroristes, c'est pas des gens qui... Alors les pays musulmans ne devraient pas connaître le terrorisme dans ce cas. Chère madame, je vous ai pas coupé. C'est un problème civilisationnel et c'est pour ça que je dis c'est pas un problème islam-occident, c'est un problème à l'intérieur de l'islam. Regardez El-Azhar. Vous savez ce qu'a dit El-Azhar il y a quelques jours suite à cette décapitation. J'en parlais avec un journal égyptien hier à Akhbar Lyon. Eh bien, El-Azhar a décidé que le meilleur moyen pour pas que ce genre de décapitation arrive, vous savez ce qu'a dit El-Azhar, la plus grande université du monde sunnite modéré, qu'il faut interdire tout blasphème. C'est ça le problème du monde musulman. Donc c'est pas une question même d'immigrer ou de pas immigrer. C'est un problème à l'intérieur de l'islam, le courant le plus radical qui est issu d'une des 4 écoles juridiques. Parce que les gens connaissent bien l'islam. Parce que ce que nous explique Rosa Méziane quand même, que l'islam saoudien a pris le dessus. Ce que dit Rosa Méziane malgré tout, c'est de dire ce que dit Rosa Méziane, c'est on a regroupé des gens, on a empilé des couches d'immigration. Je traduis. Je suis pas du tout d'accord. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord là-dessus? Je vous ai pas coupé. Et on n'a pas assez donné de moyens pour qu'ils se sentent français, pour qu'ils se sentent républicains. Il y a un quartier dans... Il y a un quartier... Je résume ce que vous dites. Il y a un quartier à Paris qui est rempli d'Asiatiques, Chinois, Vietnamiens et autres. On n'a aucun problème. Alors, il y a des problèmes. Alors, c'est que vous méconnaissez le taux de criminalité dans cet arrondissement. Est-ce que vous savez déjà ce que je vais dire à la fin de ma phrase? Non, mais vous ne savez pas ce que j'allais dire. On n'a aucun problème de haine envers la France exprimée, de phénomènes civilisationnels, de rejet de la France. Mais ils gardent leurs origines. Souvent, il y en a beaucoup qui ne parlent pas français, mais il n'y a pas d'opposition. Et pourquoi ça existe avec les musulmans alors? Parce que dans le monde musulman, depuis les années 70-80, pour des raisons géopolitiques qui sont liées aussi à la guerre froide, lorsque les États-Unis ont mis en avant les pires islamistes pour combattre le communisme, mais aussi lorsque l'Arabie Saoudite, avec son pétrole, a dépensé 100 milliards de dollars pour répandre le salafisme, il y a eu ce qu'on appelle une salafisation des esprits. Même à Al-Azhar, on en parlait avec ce journal égyptien, même Al-Azhar a été infiltré par des frères musulmans qui sont eux aussi. Donc c'est pas dû au fait de mettre tout le monde ensemble. Non, juste une chose très importante. On vous a fait revenir parce qu'on a du temps. J'invite nos auditeurs à regarder la série Black Crown sur Netflix, qui est fait par des Saoudiens et des Émiratis. C'est pas les islamophobes, c'est les pays arabes. C'est très intéressant. C'est sur Daesh, de l'intérieur. Et après, c'est suivi d'un reportage d'experts. Il n'y a aucune allusion
à une cause sociale et aucune excuse, c'est purement idéologique. C'est ce que dit aussi Malek Bouti le dit aussi. Moi, je vous dis qu'il y a des choses qui sont concomitantes. D'une part, on n'a pas été capable de créer, de fabriquer en masse des citoyens. Parce que quand vous rajoutez des gens qui sont de la même origine, ils ont du mal à en faire des Français. D'accord ? De manière concomitante, l'islamisme a infiltré un certain nombre de réseaux dans les quartiers populaires. Et si vous avez une carence de République et qu'en même temps, ces islamistes remplacent la République en étant présents pour des colis alimentaires, en étant présents pour donner des cours de soutien scolaire, en organisant des activités. Quand vous commencez à remplacer en fait la République, vous laissez émerger une certaine forme d'islam. Donc en tout cas, un discours... défaillance, je résume juste, la défaillance de l'État en fait a laissé la place à l'islamisation. La seconde, on a refusé un islam de France pendant des années. On a estimé que cette religion, elle venait d'ailleurs et qu'il n'y avait pas d'islam français. Juste une question, c'est qui les différents dirigeants, les politiques. Alors, je suis désolée, mais quand on accepte que l'islam soit financé de manière massive par des pays étrangers, on laisse s'infiltrer une ingérence étrangère. Parce que vous vous doutez bien que les pays qui financent ces différentes associations ou ces lieux de culte, qu'est-ce qu'elles cherchent à faire ? Elles cherchent à avoir la mainmise sur le cultuel français pour pouvoir continuer à contrôler ces communautés. Mais à partir du moment où on laisse de l'ingérence, c'est de la politique. Et l'ingérence étrangère, ça n'a... Juste attendez, oui. Alexandre, est-ce que vous êtes d'accord sur ce que dit Rosa Méziane quand elle dit que c'est l'absence de l'État qui a permis à l'islamisme... Et le fait d'avoir engendré, le fait d'avoir refusé un islam de France. Après 40 ans, quand on s'aperçoit qu'effectivement on a une poussée d'islam radical, on se rend compte qu'il serait peut-être bon d'arrêter les financements étrangers. Mais on les a favorisés pendant près de 40 ans. Je pense que là, on est à côté de la vraie source, parce qu'aujourd'hui, est-ce que vous saviez, vous deux, que les plus radicaux aujourd'hui en France, les associations les plus radicales, c'est celles, ça va vous étonner, qui n'ont pas un État derrière elles, étranger. L'imam de Brest, il est de l'islam salafiste de la 3e génération endogène. Les frères musulmans se vantent d'être une des rares organisations qui encadre des grandes mosquées. Et pourquoi alors ? Alors financées souvent par le Qatar, mais qui n'est pas liée à un État en particulier. Pourquoi ? Parce que les plus radicaux, justement, ils n'aiment pas l'islam d'origine. Moi, j'avais préfacé le livre de Rachid Kassi, un de mes amis avec qui on avait créé un mouvement, il y a très longtemps, et il disait lui-même, moi je suis venu, c'était un petit-fils d'imam, l'islam du bled de Kabylie, c'était un islam qui s'arrangeait avec beaucoup de choses, un islam assez, je dirais, mêlé à des traditions qui ne sont pas du tout intégristes. Et dans les cours et langues de culture d'origine, qui sont négociés entre l'État français et les États d'origine, il me disait, moi qui voulais apprendre le kabyle, on m'imposait l'arabe avec des professeurs barbus qui étaient frères musulmans. Et ça, c'était cautionné. Et donc ça, c'est pas l'État ? Justement, c'est là que je vous rejoins, mais vous savez, on peut être d'accord de temps en temps. Bien sûr. Moi, je le dénonce. Et dans ce livre, La République des lâches, Rachid Kassi disait, je me sens trahi. La République nous a confiés à des barbus. Même quand c'était vous rejoignez mon propos. Mais parfois, ce n'est pas des États étrangers. L'imam de Brest, il se vante, justement. Moi, je suis un islam d'ici. Nous, on s'est ré-salafisé parce que l'islam d'origine nous paraît trop tiède. Et vous savez ce que disent les islamistes ? Non, mais attendez, je finis. Les islamistes disent aux jeunes, vous savez, l'islam du bled, ton islam marabout, soufi, kadiria, même les Sénégalais, ils ont les mourides. Faites attention avec les imams, les musulmans. J'ai rien à faire attention. Je sais très bien ce que je dis. Attendez, c'est le cher Ben Tounès, un des plus grands théologiens de l'islam en France, qui le dit. Alors, excusez-moi, et j'en parlais avec lui. Non, il y a un vrai problème. Les salafistes disent à tous ces gens, ton islam du bled de Tombouctou ou d'Algérie ou du Maroc est un islam marabout lié au mouvement soufi. C'est un islam kufr. C'est un islam de mécréance. C'est un islam du shirk, l'associationnisme. C'est un islam de païens. C'est pour ça qu'ils ont du succès, les salafistes, parce qu'ils font croire à ces jeunes de la 3e génération salafisée endogène que l'islam du bled, il est encore beaucoup trop modéré, alors qu'il est déjà très conservateur. Ils sont beaucoup plus durs que l'islam des pays d'origine. Comment on en sort ? Comment on en sort ? Comment on sort de cette spirale dans laquelle on semble être entré depuis des années ? Il va falloir deux choses. La première, combattre avec la plus grande fermeté toute expression de l'islamisme. Je vous avais proposé la dernière fois qu'il fallait peut-être commencer en fait à criminaliser en fait l'idéologie et l'islamisme, mais pour ça il faut être en capacité de la définir correctement et peut-être faire un collège
sérieux de théologiens, de juristes, de spécialistes de la laïcité qui sont en capacité de la définir et surtout de voir comment elle s'exprime dans le quotidien. La seconde chose, c'est qu'il faut aussi être en capacité de créer un islam français ou un islam de France ou un islam en France, peu importe. Et ça, qui fait ça mais ça, c'est aux musulmans, en fait, en France, qui doivent le faire. Ça fait des années qu'on le dit. Ça fait des années qu'on le dit, on n'y arrive pas. Non, mais ils ont toujours refusé. Les organisations musulmanes ont toujours refusé ça. Là, encore une fois, c'est faux. Parce qu'en fait... C'est historique. Regardez ce qu'avait fait Chevènement. Non, ça avait été refusé. Quand Chevènement avait voulu faire une charte, il a voulu faire une charte. Mais par contre, avec aisance, il me coupe. Je vais vous les écouter. Mais s'il vous plaît, faites pas 2 heures, oui, d'accord. Non, mais je vous écoute. Je trouve ça extraordinaire. Vous savez, vous écoutez. Non, mais vous m'avez coupé 2 fois, pas moi. Bon, on va pas faire les comptes. Allez, on perd du temps pour rien. Ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire que on refuse en fait, c'est-à-dire qu'on a une loi de la laïcité, et on explique que c'est au culte de s'organiser, et en même temps, on aimerait imposer une forme de concordat, mais qui porte pas son nom. Et à chaque fois qu'on a créé des choses, elles venaient effectivement du gouvernement. Et à chaque fois, on a cette faculté à aller choisir des gens qui sont le moins représentatifs. Donc, vous les laissez faire. Non, c'est ce que vous voulez dire. On a le chic pour aller choisir des gens qui sont le moins représentatifs. Vous parliez tout à l'heure de l'imam Chalgoumi, qui a effectivement un discours très pur, très de paix, qui d'ailleurs lui aussi... Il est traité de sale juif. Voilà la pire insulte dans les banlieues. Et en même temps, il n'est pas financé par la France, il est financé aussi par des pays étrangers. Dans un certain nombre de ses actions. Pour l'avoir rencontré à titre personnel. Alors là, ça m'inquiète ce que vous dites, parce que c'est de la diffamation qui vient... C'est ce que disent les frères musulmans sur lui, c'est inquiétant. Parce que je vous croyais... C'est ce qu'il dit lui-même, puisqu'il a souhaité créer un certain nombre proche de l'islam éclairé. Là, vous relayez une intox des frères musulmans. Alors bon, parce que apparemment, monsieur a envie de m'attaquer à titre personnel. Non, pas du tout. Mais il a raconté sa vie, il a laissé tomber cet islam qu'il a connu, l'islam pakistanais, quand il était très jeune. Il a aussi rompu avec la Tunisie. Aujourd'hui, c'est un islam parisien ou francilien. Donc ce que vous dites, c'est dommage, parce que vous ne l'aidez pas à échapper aux menaces de mort avec ce que vous dites. Vous finissez, il nous reste 1 minute. Les accusations... Non, mais vous ne l'aidez pas. Mais vous vous rendez compte que vous dites sur lui. Vous allez quoi, me traiter de criminel maintenant? Non, pas du tout. Est-ce que je peux terminer une phrase? C'est lui qui représente l'islam. C'est lui qui représente l'islam le plus pro-républicain. Je pense que ce serait bien de le défendre. Elle est là la difficulté. Vous ne le défendez pas. Il nous reste 1 minute. Alors c'est dommage que vous ne défendiez pas l'imam le plus éclairé aujourd'hui après Boubacar. Non, on a parlé très bien pendant 20 minutes. Je vous ai beaucoup écouté. Il porte des accusations gravissimes. Vous êtes en train de porter des accusations gravissimes. Vous relayez des choses sur quelqu'un qui est menacé de mort. Vous, Alexandre Delval, vous décidez... Vous ne pouvez pas relayer des intox sur l'imam Chalgoumi. L'imam Chalgoumi est menacé de mort. Vous relayez des intox contre lui. Vous voulez imposer tel Napoléon. Vous voulez imposer tel Napoléon. Un imam... Alors là, vous me prêtez des propos que j'ai pas du tout. J'ai jamais rien voulu imposer comme Napoléon. Un imam qui aujourd'hui n'a pas de mosquée, qui aujourd'hui ne prêche pas. Comme toute cette jeune génération salafisée. Je n'ai aucune hostilité à l'égard de l'imam Hassan Chalgoumi, qui porte un discours... C'est dommage parce que jusque-là, vous avez passé 20 minutes intéressantes, passionnantes, et on finit sur une engueulade. Mais non, arrêtez. On ne tire pas sur une ambulance. On ne tire pas sur une ambulance. Cet homme est menacé de mort et vous le diffamez. Je trouve ça... Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci Rosa Méziane, présidente de Move Territoire. Merci Alexandre Delval d'avoir été avec nous. Le débat continue. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve lundi en direct. Bye bye.